Signature d'un accord de partenariat ce mardi 17 novembre entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Également, l'Office ivoirien des parcs et réserves a signé des conventions avec des partenaires. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis, trouble à l'école, notre équipe de reportage a rencontré le secrétaire général de l'AFESI. Il s'est exprimé sur le sujet. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Un accord de partenariat a été signé ce mardi 17 novembre 2020 entre la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Cette signature vise à créer un cadre formel de collaboration entre les deux organisations afin d'inciter les investisseurs américains à davantage s'implanter dans l'environnement économique des pays de l'UEMOA en général et celui de la Côte d'Ivoire en particulier. Retour sur cette signature de convention avec Walter Kofi et Lyon Gilbert. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est à l'œuvre pour la valorisation et la promotion du marché financier régional. Ce mardi 17 novembre, elle a matérialisé cet engagement par la signature des mémorandums d'entente avec la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, AmCham-CI. Edo Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM, souhaite à travers cette signature que son institution serve de source d'information auprès des investisseurs internationaux, plus précisément les investisseurs américains. Pour le premier responsable de la BRVM, l'une des clauses de cette convention est aussi de sensibiliser les entreprises membres de l'AmCham-CI sur les opportunités offertes par la BRVM et de mener des actions de développement de la bourse pour soutenir les économies des pays de l'UEMOA. Les investisseurs américains sont toujours prompts à s'intéresser aux marchés émergents, aux marchés en développement et sont toujours friands d'informations sur les entreprises en Afrique, celles qui performent le mieux et celles qui effectivement créent de la richesse dans nos économies. Donc le but de cette entente justement, c'est de pouvoir organiser, je dirais, de façon plus formelle, l'information à donner à ces investisseurs-là pour mieux les attirer vers la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région. Johannes Mekbebe, directeur général de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, s'est réjoui de ce partenariat grâce auquel l'AmCham-CI pourra désormais répondre aux exigences des entreprises américaines en matière d'informations fiables sur l'économie sous-régionale ouest-africaine. Pour lui, cette convention constitue un point d'appui pour les investisseurs américains intéressés par la destination ivoirienne. Les États-Unis possèdent le plus grand marché boursier au monde, les NYSE et les Nasdaq. Et il y a tellement d'investisseurs dans les marchés financiers qui sont intéressés en Côte d'Ivoire, mais qui manquent des informations. Donc, une des premières associations dans mon rôle comme président de l'AmCham, c'était de construire un peu la visibilité pour les investisseurs américains vers les BRVM. Nous, on souhaite, avec cette nouvelle création de relations entre l'AmCham et les BRVM, d'avoir la possibilité d'orienter les investisseurs qui nous contactent et aussi de présenter des informations à travers notre web portal, c'est-à-dire notre site web. Notons que dans le cadre de cet accord, la BRVM a déjà mis à disposition de l'AmCham-CI les données de bourse sous forme digitale et de façon continue afin d'alimenter les sites web de l'AmCham. La Banque populaire et le secrétariat d'État auprès de la femme, de la famille et de l'enfant ont signé eux également une convention de partenariat. Au cœur de ce partenariat, la bancarisation de la femme en vue de répondre efficacement aux difficultés d'accès au financement qu'elle rencontre. Zeynab Dosso et Ayouba Doumbia. Offrir des solutions adaptées pour la bancarisation des femmes en leur octroyant des financements pour le développement de leurs activités économiques. C'est dans cette vision que se sont réunis ce jour la Banque populaire et le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme pour signer une convention de partenariat. Un engagement du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie de la femme. Le premier partenariat entre le secrétariat d'État et une banque qui est la Banque populaire
Vous imaginez un peu tout ce qui a dû se faire dans les réunions, parce que ce fonds part d'abord aux femmes qui, certaines, n'ont jamais eu d'activité. Et nous restons convaincus que la cellule Fonds et Développement, la structure, sera à même d'accompagner toutes ces femmes-là. Parce que le plus important pour nous est le suivi. Si le suivi est bien fait, les femmes ivoiriennes auront la culture de l'épargne et tout le reste coulera de source. Cette convention résulte de plusieurs rencontres initiées par les deux entités au cours desquelles la Banque populaire s'est engagée à accompagner financièrement les femmes. Il était important pour nous, Banque populaire, de pouvoir mettre en place un mécanisme qui permette justement d'accompagner les femmes en les bancarisant, en leur octroyant des financements qui iront sur des périodes de 12 mois, avec 2 mois de différés, avec des montants qui iront de 500 000 francs à 2 millions, et en mettant en place, avec l'appui du ministère et grâce à la cellule de suivi qui a été mise en place, tout un système qui nous permet de pouvoir suivre l'activité de ces femmes. La cérémonie de signature de convention entre le ministère d'État chargé de l'autonomisation de la femme et de la Banque populaire vise plus globalement à soutenir le fonds de soutien mis en place par le gouvernement depuis quelques années. Il s'agit du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement de plus de 500 millions de francs CFA, dont 250 millions gérés par la banque. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 femmes qui ont bénéficié de ce fonds. On l'annonçait en titre, la gestion des parcs nationaux d'Azagny et des îles Eotile était récemment au cœur d'une rencontre à Adiaké. Après l'élaboration du bilan 2020 et de la planification 2021 des activités de la direction de zone sud, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a signé des conventions avec les partenaires en charge du projet Waka et de l'entreprise Atenco. Le récit de Daniel Kodjo. Dans le but de continuer à bien mener les activités de gestion des parcs nationaux d'Azagny et des îles Eotile, le projet Waka, programme de gestion du littoral ouest africain, et l'entreprise Atenco ont signé des conventions de partenariat avec l'OIPR pour des périodes respectives de 5 et 10 ans. Pendant que les fonds du projet Waka sont destinés à la restauration des mangroves pour réduire considérablement les érosions côtières au sud du pays, l'appui de l'entreprise Atenco vise à mettre en œuvre la stratégie de compensation et d'absence de perte nette de biodiversité du parc national d'Azagny. Ces conventions, qui portent sur un montant global de 270 millions de francs CFA, dont 200 millions pour Waka et 70 millions pour Atenco, permettront à l'OIPR d'exécuter en toute quiétude ses planifications des années à venir, y compris les fonds FATSI. Il y a aussi le maintien de la mangrove, la restauration et le reboisement, la conservation de cette mangrove. C'est l'objet même justement de la convention que nous avons signée avec l'OIPR. Parce que comme vous le savez, l'Office ivoirien des parcs et réserves est la structure qui est en charge de la conservation de ces parcs et réserves. Nous, on a un volet de restauration, conservation et de reboisement de ces parcs. Donc il va sans dire que c'est la structure la mieux placée pour conserver ces parcs et réserves-là. D'où la signature avec eux d'une convention qui va courir de 2020 à 2023 pour les aider à conserver ces parcs-là. Et il s'agit du parc d'Azagny et des îles Eotile. Avec les appuis financiers de la deuxième phase du C2D, dénommé Projet Filière Agricole Durable de Côte d'Ivoire FATSI, les parcs nationaux d'Azagny et des îles Eotile ont déroulé leurs activités telles que prévues au plan annuel d'activité 2020. Le bilan jugé satisfaisant est le fruit de la rigueur de gestion que s'est imposé l'Office ivoirien des parcs et réserves, chose qui favorise la confiance entre cette structure étatique et les bailleurs de fonds qui l'accompagnent dans l'atteinte des objectifs de conservation des parcs et réserves. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a pu faire le bilan de l'année 2020 pour ce qui concerne le parc national des îles Eotile et le parc national d'Azagny. Cela nous a permis d'évaluer l'ensemble des activités que nous avons décidé de mettre en œuvre pour l'année 2020. Et ça nous a permis aussi de connaître l'état de conservation de ces deux parcs-là. Il faut dire de manière globale, et ces deux parcs sont en bon état. Il reste encore à améliorer nos performances pour qu'on puisse passer au stade de valorisation pour ces parcs nationaux. Et qui parle de valorisation, c'est au profit des populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Les participants ont été invités à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de gestion de ces parcs d'Azagny et des îles Eotile dans un esprit de paix. La conservation de la nature en général et des parcs nationaux et réserves naturelles en particulier deviennent de plus en plus le centre d'intérêt pour l'humanité au regard des effets néfastes du changement climatique.
L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, à qui revient la gestion quotidienne de ces échantillons écologiques en Côte d'Ivoire, ne ménage aucun effort pour mettre les bouchées doubles afin d'assurer la conservation intégrale de ces patrimoines. Et depuis lundi, la rentrée des classes est effective en Côte d'Ivoire et sur toute l'étendue du territoire national. On déplore toutefois quelques perturbations de l'école, notamment dans la commune de Yopougon. Certains regards se portent en direction de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Une fédération, on s'en souvient, qui a appelé à des manifestations il y a quelques semaines, forçant le ministère de l'Éducation nationale à précipiter les congés de Toussaint. Nos reporters Corona Kofi Congo et Marus Seri ont rencontré le secrétaire général de la FESI. Nous vous proposons d'écouter ses explications. Non, il faut dire que la FESI est une organisation assez responsable qui, lorsqu'elle lance un mouvement, l'opinion nationale et internationale est informée, est saisie par écrit, la presse même relaie les dates, parce que 30 ans après, on n'est pas dans la clandestinité. Ce qui se passe, c'est que les parents, aujourd'hui, ont de l'espoir à un leader qui est Sinclair là, qui a décidé de démanteler toutes les mafias qui sont autour de l'école. C'est pour cela que certains parents ont trouvé mieux de garder les enfants à la maison, puisque un ministre de tutelle ne peut pas s'asseoir à la télévision pour dire ce qui n'est pas juste. Voilà, elle a dit aussi au vu de tous qu'à part les 6 000 francs d'inscription et les 3 000 francs, il n'y a plus rien à payer. Or, on constate que même dans les lycées, dans les écoles primaires, encore des frais complémentaires sont exigés aux parents. 16 novembre dernier, la FESI n'était pas derrière. Ce n'est pas la FESI, tout le monde sait ce qui se passe. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, le Conseil national de transition, comme on l'a dit, a lancé un mouvement de désobéissance civile. Et ce n'est même pas seulement à Yopougon. Il y a eu à Bongouanou, il y a eu à Jum, là où on nous appelait pour dire que là-bas, des individus auraient délogé les établissements. Voilà. Ce n'étaient pas des élèves? Non, parce que ceux qui répondent de la FESI, ils répondent à un mot d'ordre. Et le mot d'ordre qui avait été donné à la FESI était que chaque délégation, pas de prendre l'information dans les lycées, parce qu'il faut communiquer aujourd'hui sur les lycées et ce qui se passe. On a décidé de faire au cas par cas pour que là, les parents comprennent. Puisque lorsqu'on parle de manière générale, la première, bon là, aujourd'hui on me dit qu'à Oumé, il y a 5 000, c'est 5 000 élèves, c'est 14 000 qui sont prélevés. Voilà. Et là-bas, c'est obligatoire. Quand tu ne payes pas, tu n'as pas accès à l'école. Alors, il y a quelque temps, vous avez appelé à des manifestations. Il y avait des revendications qui étaient sur la table, notamment les frais de COGES. Est-ce que vous avez eu gain de cause par rapport à ces revendications? Non, pour ce qui nous revient, vous savez, c'est comme à la FESI. Quand tu confies un dossier à un secrétariat, que ça ne va pas, ça remonte au secrétariat général. Là, nous avons été reçus par les services du Premier ministre, Ahmed Bakaïko, qui nous a demandé de ce soir, parce que là aussi, il y a une équipe qui mène les enquêtes. Et puis chaque fois, on nous appelle, parce que lorsque le ministère envoie des informations, on nous appelle. Et donc là, nous sommes en train de faire un travail, nous sommes en train de participer à éclaircir la lanterne du sommet du gouvernement. Et puis pour développer l'économie locale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé au cours de ce mois la construction de la première zone économique locale dans la commune de Maluku à Kinshasa. Au total, ces zones francs seront construites avec pour objectif d'attirer les investisseurs étrangers et de stimuler la création d'entreprises. À long terme, la zone économique spéciale de Maluku va favoriser les exportations et permettre la création de 3 500 emplois directs. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.